Cette semaine des droits de la femme, nous sommes 6 femmes et 5 hommes au sein de ce conseil, qui fait la 6e en fait. Bon, bonsoir à tous et merci de votre présence. Nous avons un quorum tout à fait établi, sachant que nous sommes encore sous les dispositions de l'état d'urgence sanitaire, puisque jusqu'au 31 juillet 2022, je crois que nous sommes encore sous ces dispositions. Ces dispositions vont nous permettre d'avoir un certain nombre de possibilités. Le quorum requiert, on n'en a pas besoin, et c'est bien heureux, mais surtout d'avoir 2 procurations par conseiller. Parce que je dois excuser Patrick Chéron, qui a donné procuration à Laetitia, Joël Lureau qui a donné procuration à l'autre Joël, Nathalie Lercourt qui a donné procuration à Odette Coquerel, Santiago Capellini qui a donné procuration à Ramucho Lavat, Maricho Marticorena et Ramucho Lavat bénéficient donc de cette 2e procuration de l'état d'urgence de Maricho. Bruno Sarowski a donné procuration à Laurent Juel et aussi Laurent Juel bénéficie de la procuration de Ramucho Goyech. C'est bien ça? Donc un certain nombre d'absents. Je dois peut-être vous prier de m'excuser de cette date un peu décalée. C'est peut-être pour ça que les uns et les autres n'ont pas réussi à se libérer, même si on avait vraiment annoncé par anticipation ce conseil. Mais d'habitude, nous donnons mon conseil le mercredi soir. Hier soir, je ne pouvais pas honorer le conseil d'Aetz, puisque j'étais sur le conseil de Victor Garbi, qui votait son budget. Alors effectivement, nous sommes dans un exercice pendant ces mois de janvier, février, mars et jusqu'à avril, qui nous oblige à voter un certain nombre de délibérations concernant les budgets, les comptes administratifs, les comptes de gestion, etc. Et parfois même les débats d'orientation budgétaire. Exceptionnellement, cette année, dans notre commune, nous avons décidé, avec une forte anticipation, puisque c'est déjà depuis la fin de 2021, qu'exceptionnellement cette année, nous voterions notre budget relativement tard dans le calendrier pour pouvoir être au plus près, on va dire, et je crois que bien nous en a pris, au plus près des considérations d'investissement pour cette année 2022. À savoir que vous le savez, c'est une année importante dans le cadre de nos investissements, que nous lançons des projets d'envergure, que ces projets se construisent semaine après semaine et que notre budget sera au plus près des dépenses réelles que nous engageons en termes d'investissement pour cette année 2022. Nous avons aussi décidé, pour ne pas que le prochain conseil, qui sera celui du vote du budget, qui ne soit trop conséquent, de partager en deux un tout petit peu l'exercice. C'est-à-dire que nous sommes sur un conseil qui va avoir un certain nombre de délibérations formalisées autour des différents comptes de gestion et des différents comptes administratifs. Donc, conformément à l'exercice, je laisserai la présidence de ce conseil municipal, si vous en êtes d'accord, à Joël Di Fabio tout à l'heure, pour qu'il puisse vous présenter les comptes administratifs. Et pour des raisons de commodité, je partirai d'une fois pour ne pas faire des allers-retours permanents entre les différents comptes de gestion et les différents comptes administratifs. Donc, si vous en êtes d'accord, on procédera à toutes les libérations sur les comptes de gestion. Je parle du compte de gestion budget, pour compte de gestion cimetière, compte de gestion l'eau et l'état. Je partirai et ensuite on engagera avec... voilà. Nous aurons aussi pendant ce conseil un certain nombre d'informations, parce qu'au-delà du formalisme de ce conseil, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, et peut-être qu'il serait intéressant, voilà, de lancer cette année avec quelques nouveautés. Je regarde à ma gauche, parce qu'il avait été convenu, si c'était possible, en sachant que l'exercice pouvait être compliqué, mais d'essayer de présenter aux conseillers municipaux le travail autour de notre site internet qu'on a temporisé un tout petit peu pour avoir au maximum de traduction en basque sur ce site avant de le lancer. Est-ce qu'on est en mesure de présenter quelque chose vers la fin du conseil? Tout à fait. Parfait. Alors, ce travail est un travail conséquent qui a été mené, je tiens à la remercier,
autour de Laetitia, la commission communication. Ce site internet est une refonte. Il est encore, on va dire, en construction, c'est-à-dire qu'il y a encore des petites choses à actualiser, très certainement, peut-être à modifier, etc., etc. Mais l'architecture est donnée et très très vite, il pourra être en ligne au service de nos administrés. Voilà. Donc vous avez normalement l'ordre du jour sous les yeux, je le répète tranquillement, acceptation des dons relatifs à la restauration de l'église parvenue entre le 21 décembre et le 31 décembre. Et oui, le Père Noël est passé par là et on a encore quelques comptes. C'est certainement lié à la clôture des exercices de certaines entreprises. C'est une entreprise assez connue dans le coin qui s'appelle Aroca. Et puis, le passage du Père Noël peut-être dans certaines familles. Approbation du compte de gestion du budget principal 2021. Approbation du compte de gestion budget annexe cimetière, budget annexe Louis Guetta. Approbation du compte administratif budget principal 2021. Budget annexe administratif cimetière, budget annexe administratif Louis Guetta. Amortissement des immobilisations budget commune. Là, on vous en dira un mot et un petit mot, sachant que c'est une délibération que nous souhaitons passer. Les amortissements ne se font pas dans toutes les communes de taille modeste, mais depuis quelques années, nous avions souhaité pouvoir procéder à l'amortissement de certains biens en immobilisation, ce qui nous permet un petit peu de lisser nos dépenses sur le renouvellement de ces biens. Engagement avec une convention territoriale, et ça sera Odette, avec la caisse d'allocation familiale. Et puis formation en langue basque dans le cadre du dispositif Léa. J'aimerais aussi vous donner quelques informations sur du sujet d'actualité. J'ai été reçu ce matin par la gendarmerie, les votes à l'agglo, etc., etc. Enfin, ce sont des choses que vous suivez et sur lesquelles on pourra discuter si vous le souhaitez. Ce conseil est donc ouvert. On n'a pas désigné la secrétaire de séance, mais je vois qu'elle a pris son stylo et qu'elle est déjà en œuvre. Vous acceptez tous, je suppose, que Laetitia soit notre secrétaire de séance. J'en profite pour remercier Monsieur le DGS et Madame Marie Nazan, qui sur les aspects financiers et budgétaires de notre commune nous accompagnent et nous pourrons les solliciter tant que de besoin. Premièrement, nous devons approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 20 décembre 2021. Ça date un peu. Vous l'avez reçu. Est-ce qu'il y a des observations, des commentaires sur ce procès-verbal? Non? Parfait. Je considère que s'il n'est pas forcément adopté, mais que tout le monde en a eu lecture et qu'il n'a pas suscité de commentaires particuliers. Nous devons souscrire à l'obligation de présenter, alors je ne sais pas si ça se fait partout, mais en tout cas c'est une obligation, de présenter l'ensemble des indemnités, le tableau de l'ensemble des indemnités qui sont perçues par le maire et les adjoints au sein de cette collectivité ou des différentes institutions dans lesquelles ils siègent. Je rappelle que si Ramon Chogoyet n'est pas là aujourd'hui, c'est parce qu'il est, je l'ai autorisé à participer à une réunion du SCOT, le schéma de cohérence territoriale, et c'est pour ça qu'il n'a pas pu nous accompagner. Donc vous avez sous les yeux ce tableau des indemnités. Voilà, est-ce qu'il attire des observations, des commentaires de votre part? De toute façon, on retrouvera dans les éléments de la note financière. Comment? Dans le PV. Oui, on le retrouvera dans le PV et dans les éléments de la note financière qui vous a été, je crois aussi, communiqué. S'il n'y a pas plus de commentaires ou d'observations que ça, on passe au point suivant, qui est la signature, une décision que j'ai dû prendre, qui est la signature de la mise en service numéro 2, phase pro et assistance de l'accord cadre pour la maîtrise d'œuvre du projet de réaménagement de la place de la Bocan, avec le groupement Joly-Castel pour un montant de 37 000, et un Gérof, pardon, excusez-moi, pour un montant de 37 499,86 € hors taxe, et donc en TTC 44 999,83 €. Est-ce que cette information motive un commentaire, une observation, un questionnement?
nous en arrivons donc à la première délibération qui est celle, alors, on ne peut que s'en réjouir, et encore merci aux AESTA et à d'autres, parce que vous le verrez, ce n'est pas forcément que des AESTA, y compris ce coup-ci. Enfin, il y a une grande partie aussi, ils ont toujours un lien avec AES. Ce sont les dons pour l'Église entre le 21-12 et le 31-12. Nous avons reçu pour un ensemble de 1 600 € de la SCI Aroca, de Mme Stéphanie Ibarra, de M. Pierre Janel, des dons qui vont de 1000, 200 et 400. Le total des dons à ce jour concernant cette rénovation s'élève à 109 220 €, sachant que dans le cadre de ce mécénat, et ça tombe bien, nous étions tout à l'heure en visioconférence avec l'AMF départementale qui lance des formations pour permettre aux élus de savoir ce qu'est le mécénat et peut-être de s'en inspirer pour pouvoir abonder un certain nombre de projets. Ce mécénat est toujours ouvert parce qu'au-delà des travaux de l'Église, vous savez que nous sommes lancés dans un travaux de rénovation-restauration des objets cultuels, à savoir les anges, principalement. Les anges de Saint-Jacques, qui étaient au-dessus du comment on appelle, prêchoir. Ouais, je n'ai pas été au catéchisme depuis un petit moment, mais c'est le prêchoir, c'est là où on prêche. Non, c'est pas le perchoir, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Ce sont les oiseaux de mauvais augure qui sont au perchoir. Voilà, je ne parle pas pour l'Assemblée ou pour le Sénat, mais bon. Voilà, le Saint-Jacques qui était au-dessus et les anges qui étaient de chaque côté de l'église. Nous avons fait un certain nombre d'expertises. Nous sommes accompagnés là encore, parce que ce sont des objets classés par les différentes institutions dont la DRAC. Je remercie Nanon Kovichari de nous accompagner dans ce travail. Nous avons reçu les premiers éléments, on va dire, de devis qui nous permettent de savoir quels sont les travaux engagés et sur quel montant. Et en annonçant que le mécénat est toujours possible, mais nous espérons participer là aussi à ce travail de restauration. Les arches n'ont pas été reposées pour pouvoir... voilà. Mais on espère bien que pour la fin de l'année, non, l'année d'après, par rapport à des délais de constitution de dossiers pour les prises en charge financières de la DRAC. D'accord. Plutôt l'année d'après. Voilà, des observations, des questions. Je vous remercie. On peut passer au vote, s'il vous plaît. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 2, c'est une délibération concernant l'approbation du compte de gestion sur le budget principal. Là, je serai présent. Je vais travailler un petit peu parce qu'après, c'est mon collègue de droite, Joël, qui prendra la suite. Donc, juste pour vous exposer que le compte de gestion 2021 du budget principal est établi par le receveur à la clôture de l'exercice. On reparlera du receveur un petit peu plus tard dans la soirée, parce que j'ai de bonnes nouvelles à vous donner. Le maire revise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. Je précise que le vote du compte de gestion intervient avant le vote du compte administratif. Je vous présente donc le rapport suivant sur les comptes de gestion tenus par Madame la trésorière municipale pour le budget principal, présentant les résultats suivants. Donc, de façon tout à fait classique, vous avez une section investissement et une section fonctionnement, avec des recettes et des dépenses prévues, des prévisions budgétaires, des dépenses nettes et un résultat d'exercice. Concernant l'investissement, nous étions sur des prévisions et autorisations budgétaires d'un montant de 1 232 333,79 €. En recettes nettes, nous avons obtenu 768 008,96 €. En dépenses nettes, 756 449,30 €. Le résultat de l'exercice, qui est donc cette somme de 768 moins 756, fait un résultat positif de 11 559,66 €. De même, en fonctionnement, vous voyez que le budget est assez conséquent ici, et il le sera dans les exercices suivants. C'est lié au service que nous apportons à la population. Nous avons des recettes autorisées, des dépenses autorisées dans l'exercice 2020
pour un montant de 2 084 758,52. En termes de recettes, nous avons obtenu 1 680 200,42. En termes de dépenses, 1 514 435,53. Donc un exercice positif de l'ordre de 165 772,89 euros. C'est un compte de gestion, il ne souffre pas, enfin excusez-moi, je veux bien ouvrir tous les débats, etc., mais c'est purement comptable, purement mécanique, donc je ne suis pas sûr que ça souffre beaucoup de commentaires, d'observations, de questionnements, mais j'ouvre quand même la proposition si des questionnements ont lieu. Rien à dire, M. Labatte? Non. Je vous remercie. Donc je vous propose de voter que le Conseil municipal s'appuyant sur l'exécution du budget de l'AME concerne ces différentes sections budgétaires, par que ces comptes n'appellent ni observation ni réserve de sa part et adopte le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2021 par Madame la trésorière de la commune, visé et certifié conforme par M. le maire d'Aetz. Qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Je vous remercie. Un vote contre. Comment? 3. Oui, pardon. 3. Le compte de gestion budget annexe cimetière. Bon, écoutez, c'est les mêmes choses, mais là, il n'y a pas, on parle que de fonctionnement. Sur les recettes en prévision budgétaire et en dépenses, on avait des autorisations et des prévisions qui s'élevaient à 9 140,66. En recettes nettes, nous avons obtenu 3 493,73 en dépenses. Il n'y en a pas eu, le résultat de l'exercice est un bénéfice, enfin, positif, un excédent de 3 493,73. Des observations? Pas d'observation, pas de questions. Nous passons au vote. Qui vote contre? Abstention? Je vous remercie. Concernant le compte de gestion du budget annexe Loïgueta, alors je le dis pour la caméra, le budget annexe Loïgueta, c'est celui qui, pas pour vous bien sûr élu, mais d'ailleurs dans les modalités aujourd'hui de notre site net, nous supportons l'enregistrement des conseils municipaux tant faire que se peut, c'est-à-dire que nous inscrivons sur cette plateforme pour pouvoir les visionner pour ceux qui ne viendraient pas ici. Je suis... on avait mis ça sur une chaîne YouTube, etc. Et il y a quand même un certain nombre de visionnements qui se font. Et je dirais que ça peut effectivement intéresser. Donc je pense que même si on n'est pas dans l'obligation, ça fait partie des bonnes choses et des bonnes pratiques qui ont été impulsées par notre opposition à un certain moment, peut-être pas pour les mêmes raisons que nous, mais en tout cas, moi, dans la mesure du possible, je souhaite qu'on puisse continuer à exercer sur cette pratique. C'était pour avoir une transparence totale. On n'a pas d'affluence en ce soir, il y a le public. Ça peut être une perche pour tirer le public. Ouais, comment ça se passe. On voit, on a mis. Alors, vous voyez que très vite le relais a été pris. On a insisté, on le met. Ça ne vous attire pas beaucoup plus de public, mais bon, ça chacun fait comme il peut aussi. Mais effectivement, c'est un confort supplémentaire que de pouvoir aller de chez soi, cliquer, regarder. Alors les conditions ne sont pas optimales, moi je le dis aussi. Il faut s'accrocher un tout petit peu pour pouvoir suivre le débat, surtout quand c'est très très long. Mais bon, ça fait partie des bonnes choses qu'on peut essayer d'améliorer aussi. Donc sur Loïgueta, et j'en étais parti de là, Loïgueta c'est le lotissement communal, je vous le dis rapidement, puisque c'est celui qui se situe chemin à Coténéa. Je crois que je signe les 2 derniers lots demain soir. Voilà, le promesse de vente a été signé. Demain après-midi, les 2 derniers lots seront vendus. C'est-à-dire que, voilà, ce lotissement a un rythme, vous voyez, qui sort de terre, et ceux qui passent tous les jours devant peuvent s'en rendre compte. Voilà. Donc, sur ce compte de gestion du budget Loïgueta, en recettes, prévision, autorisation d'investissement, nous étions sur un montant de 1 341 756,76 euros. En recettes nettes, en investissement 651 200, en dépenses nettes 764 673, donc un déficit d'investissement de 113
473 €. On est sur des temporalités là, qui vont permettre d'équilibrer ce budget, bien entendu. En fonctionnement, nous étions sur des recettes et des autorisations budgétaires à hauteur de 1 250 721,76 €. En recettes nettes de fonctionnement ainsi qu'en dépenses nettes, nous y sommes sur un exercice neutre, puisque à hauteur de 721 633,93 €. Commentaires, observations sur ce compte de gestion Loïc-État? Des questions? Non? La différence au niveau de l'investissement, du coup, entre la prévision et le réel, c'est que ça avait été marché large ou Marché. on avait lu large, Non. et le temps de différence par rapport à. Il n'y a pas de différence. En fait, lorsque Ce sont des écritures. c'est des écritures, lorsque les 2 derniers lots seront encaissés, on va rembourser 100% des 960 000 € d'emprunt. L'emprunt sera totalement soldé. Ce qui veut dire que lorsque l'emprunt sera soldé et que l'ensemble des lots sont vendus, en fait, il va y avoir un tout petit delta de quelques milliers d'euros pour 2 choses. Première chose, c'est qu'on souhaite améliorer l'espace jeu du lotissement, et on souhaite également attendre la fin des travaux, vraiment quand tout le monde aura fini ses travaux, parce que si on a un aléa sur la voirie ou quoi que ce soit qu'on doit remettre en état, ça nous permettra de remettre en état cette voirie. Parce qu'on peut toujours dire, oui, mais c'est celui qui cause qui doit payer, encore faut-il identifier celui qui cause la chose. Alors, en attendant, on ne va pas attendre de rechercher quelqu'un, donc on remettra si besoin en état. Voilà. En fait, on a gardé un aléa, on va dire, outre les jeux, eux, c'est déjà fait, améliorer les jeux, parce qu'il y avait déjà une première équipement qui avait été posé. On s'est gardé une toute petite marge pour la fin des travaux, pour remettre en état le cas échéant. En sachant qu'on ira d'abord chercher les responsabilités, c'est clair. Par exemple, la semaine dernière, il y a une partie du muret qui a été un petit peu attaquée par un camion, peut-être, qui a mal fait la manœuvre. Bon, on ne pourra pas laisser ça comme ça à la fin. On a demandé à tout le monde qui l'avait fait, et évidemment, c'est personne. Donc, on ne va pas y mettre un gardien de chantier à s'inventer en permanence. Donc là, je suppose qu'il y aura une petite reprise. Et concernant, on va dire, la différence, vous pouvez constater ici, c'est exactement ce que vous expliquez, Joël. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un budget annexe. Donc il est tout à fait transparent par rapport à l'ensemble du budget de la commune. Et il y a un prêt qui a été fait pour pouvoir acheter, aménager, et ensuite il y a la revente de ces lots. Et je vous disais qu'on revendait les 2 derniers lots demain, on est sur l'exercice 2021, c'est normal qu'il y ait ce décalage dans le temps. Moi, ce que j'aimerais dire, je vais le redire, je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est que c'est un projet qui n'est pas évident au départ pour une commune de notre taille. Et je regarde Laurent Juel parce que quand on est venu me voir et qu'on m'a dit on va préempter, parce que rappelez-vous l'origine, c'est une préemption sur une vente privée entre un propriétaire et un promoteur immobilier. On a préempté et on n'avait pas l'argent, on va le dire comme ça, pour pouvoir, on n'avait pas les liquidités, on n'avait pas le budget pour pouvoir mettre carte sur table. On s'est fait accompagner par le PFL, établissement public foncier local, qui au bout d'un certain nombre de négociations, etc., a bien voulu être le porteur de cette opération. Il nous a fallu l'aménager. On n'avait toujours pas. Donc, le PFL nous a garanti le portage, mais il faut rembourser. En fait, on a fait un emprunt, on a remboursé le PFR, on a fait mon calcul, et en début 2022, je crois qu'il y a déjà eu un lot vendu, voilà, qui ne figure pas là, en fait, plus 2 lots qui vont être vendus. En fait, les 3 derniers lots vont faire passer à 960 000. Il faut savoir que sur les 960 000, il y a plus de 700 000 qui ont déjà été remboursés. Parce qu'au fur et à mesure, on fait des paquets, on essaie de regrouper tous les 2 ou 3 lots remboursés par anticipation sans pénalité. Donc, on se désengageait au fur et à mesure de la vente des lots. Voilà. Et ce que je voulais dire, avant de rentrer dans cette observation technique,
c'est que j'avais défini 3 pilotes pour pouvoir conduire ce projet. Un pilote sur, on va dire, les aménagements d'urbanisme autour de la commission urbanisme à laquelle vous participez, etc. C'était Ramon Chogoyec et avec la commission. Un pilote pour tout ce qui va être les aménagements, VRD, la voirie, la topographie, enfin, c'était Laurent Juel, et pour tout ce qui était suivi financier, parce que derrière il y a un gros travail, on va dire, de paperasse, mais en même temps de calcul, etc., c'était Joël Dufabio. Très honnêtement, c'est le premier projet comme ça qui se menait sur AET avec une impulsion communale. Vous pouvez considérer qu'on prenait un risque, certains ne se sont pas cachés de le dire. Aujourd'hui, ce lotissement sort de terre, il répond à des ententes de ménages locaux, ce ne sont que des locaux, et principalement des AESTA. On a été tapé jusqu'à... parce que je crois qu'il y avait 9 lots qui ont été attribués, et ensuite, certains, par rapport à des aléas bancaires, etc., se sont désengagés, on est remonté, puisqu'on avait jusqu'à 13, c'est ça? On a remonté jusqu'au 13e. Je ne sais pas si vous aviez participé à la commission, parce que là aussi, il y a eu tout un travail de critérisation, mais c'était Santiago, tout un travail de critérisation, etc., et qui a fait date sur le territoire, parce que quelquefois, on revient nous voir maintenant en nous disant, mais comment vous avez fait pour attribuer? Parce que bien souvent, dans certaines communes, c'est parfois au tirage au sort. Mais nous, on ne l'a pas défini de cette façon-là. Donc, vraiment, merci à tous les promoteurs, au sens public du terme, à tous les élus qui ont participé au sein des différentes commissions, parce que même si on pouvait ne pas partager ce projet, et vous l'avez souvent évoqué, trop loin, trop excentré, etc., la forêt, qui n'en était pas une, mais bon, ce projet aujourd'hui, je crois, correspond à une attente de nos administrés qui sort de terre, et pour avoir été à toutes les promesses de vente et à toutes les ventes chez le notaire, je peux vous assurer que les gens qui sont aujourd'hui acteurs et propriétaires dans ce lotissement sont très très heureux de pouvoir en bénéficier aux conditions avec lesquelles ils en bénéficient. Voilà. Pardon. Oui. L'un des grands regrets qu'on a sur ce projet, c'est de ne pas utiliser le BRS. Oui. Vu qu'on a présenté le terrain, voilà, c'était le début du BRS. On sentait qu'il y avait une innovation, mais c'est un regret qu'on a fait. Alors, le BRS qu'on connaît aujourd'hui n'est pas tout à fait le BRS qu'on connaissait à l'époque. Il évolue. Comment? Il a évolué. Mais il a peut-être aussi évolué parce que, justement, nous avons expliqué par les tenants et les aboutissants pourquoi nous ne nous engagions pas dans ce BRS-là. Aujourd'hui, il évolue, et vous avez vu que dans cette évolution, nous y sommes partie prenante. C'est-à-dire que beaucoup de projets qui se font aujourd'hui sur AET se font en BRS aussi. Et sur le Rigueta, dans la partie logement social, à HSA, il y a aussi une partie BRS. Oui, parce qu'elle a été ensuite rebalancée après négociation, etc. Moi, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que le BRS est un outil, mais on pourrait en rediscuter à l'infini. Le BRS est un outil, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique du logement sur notre territoire. C'est un outil, il faut savoir l'utiliser, mais attention, je pense qu'il nous faudra l'accompagner dans les années à venir pour comprendre ce que peuvent être aussi ses effets induits, même si aujourd'hui il permet un certain nombre de choses. Moi j'espère, pour vous dire, qu'on n'aura plus besoin de BRS d'ici quelques années, c'est peut-être un nouvel, et on aura trouvé d'autres outils. Voilà, ce BRS est un outil qu'on utilise, qui a évolué. Je pense qu'il a encore besoin d'évoluer sur certaines caractéristiques. Et en tout cas, le débat est ouvert. C'est-à-dire qu'il nous faudra remettre sur l'établi ce que sont véritablement les tenants et les aboutissants d'un BRS. On peut là aussi ne pas être tout le temps d'accord, parce que quelquefois, ce BRS est le produit, en fait, d'une anomalie territoriale par rapport au coût du foncier. Ça peut être aussi une sécurité pour les années à venir. Voilà, ça peut être. Avec le recul. Oui, tout à fait. Il y aura des exemples. Mais ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Faisons en sorte que ces aimants-là puissent vivre, puissent être confrontés, puissent évoluer, et attaquons-nous avec les différents outils qui existent. Et
et on peut en reparler, ça faisait partie des choses qui n'étaient absolument pas inscrites à l'ordre du jour de ce Conseil, mais la délibération qui a été prise sur les changements d'usage de nos meublés touristiques samedi à l'agglomération, et qui a été votée par Odette, puisque j'étais empêché à ce moment-là, fait aussi partie de ces outils sur lesquels il faut être attentif. Vous avez vu quelles sont les réactions des uns et des autres. AETS, de façon assez incroyable, fait partie alors pas de façon incroyable, fait partie des 24 communes, fait partie des 24 communes de la zone tendue dans l'arrêté préfectoral. Je crois que c'est un arrêté préfectoral. Malheureusement, certains l'oublient, puisqu'on parle de 24 communes, et quand on cite les 24 communes, il n'y en a que 23, et AETS disparaît. Dans la presse, c'est souvent ça. Moi, je redis à nos administrés, oui, AETS fait partie de cette zone tendue, donc fait partie de ces 24 communes, et donc soumis à ce changement d'usage dont on a déjà parlé ici, et qu'on a assumé, et qu'on a voté dans son entièreté samedi dernier, ça fait aussi partie des dispositifs qui doivent nous permettre, mais ça n'est que un parmi beaucoup. On parle de 22 000 logements on a aussi fait des propositions, et je peux en parler puisque j'ai participé au comité technique de pilotage, on a aussi fait des propositions pour essayer de trouver des aménagements les plus bénéfiques possibles pour la population locale. Et je parle bien de la population locale, celle qui vit ici, qui a un petit studio à l'intérieur de son logement, qui participe à arrondir ses fins de mois, sa retraite, ou à aider les enfants, ou à entretenir la maison dans le cadre de cette location saisonnière. Par contre, il y a des enjeux et il y a des choses qu'on ne peut plus laisser passer. C'est bien pour ça qu'on a voté en assumant totalement les considérations assez coercitives qui participaient à ce règlement, ou en tout cas à ce vote de règlement. Il va y avoir du débat là aussi. Il faudra prolonger la discussion, il faudra voir les impacts. Moi, j'ai regretté à un moment donné, au sein du comité technique, qu'on n'ait pas su, peut-être, mais on était pris par le temps, je le comprends aussi parfaitement, il a fallu aller vite, mais quelquefois vitesse et précipitation ne doivent pas être confondues, de mesurer les impacts, mesurer, tant que faire se peut, les impacts positifs, et ça, on est toujours très bon pour mesurer les impacts positifs quand on est politique, mais mesurer aussi les impacts un peu restrictifs que pourrait contenir ce genre de dispositions, parce qu'on parle de quoi? On parle de 22 000 logements qui sont, on va dire, aujourd'hui affectés dans ces 24 communes. On parle à terme d'une réussite du dispositif si on arrive à récupérer, et ce serait très très bien, 11 000 logements. Il faudra tenir ces évaluations et en fonction, renforcer, réorienter, mais en tout cas pas perdre de vue qu'on a un vrai problème de logement sur ce territoire et que nos enfants doivent pouvoir y loger. Après tout ça, se vérifiera à l'usage. On verra les côtés négatifs qui sortiront, positifs. Après, on aurait voté comme un coup pareil. Mais il faut rentrer dans ces matières sans dogmatisme. Il y a ce besoin de construire parce qu'il y a de plus en plus de population, de gens qui sont attirés pour venir vivre au Pays Basque, mais il y a aussi ce besoin d'utiliser l'espace existant, de la rénovation, de pas mal d'appartements qui sont disponibles à l'année qui ne sont pas mis sur le marché. Donc oui, c'est un élément en plus qui va certainement faire changer la donne. Oui. Voilà, enfin nous on s'est attaché à essayer de faire un lotissement qui répond à nos locaux, avec une clause antispéculative, mais il ne faut pas me lancer parce que sinon on va passer la soirée, mais avec une clause antispéculative qui est à 20 ans. 20 ans, c'est bien. 20 ans. Et je peux vous dire que je suis intervenu encore récemment en conseil permanent, parce que même de grands et éminents juristes, ils disaient non, mais la clause spéculative elle est de 10 ans, et on ne peut pas aller au-delà. J'ai dit non, vous pouvez aller au-delà, c'est la jurisprudence simple sur Nivelle du temps de Madame le maire Marie-Christine Bessonnard. Ça a été jugé au Conseil d'État, et donc nous sommes aujourd'hui sur une clause antispéculative que nous pouvons exercer à 20 ans. C'est celle que nous avons mis dans le lotissement Loïgueta. Bon, pardon. Mais ça aussi, c'est un outil. Et il faut savoir l'utiliser. Et il faut y aller. Il ne faut pas. On va être un peu plus loin. Oui, mais après, vous étiez dans l'illégalité. Et oui, parce que la jurisprudence. La loi, c'est 10. La jurisprudence, c'est 20. Du BRS. Pour nous, ça va plus loin que les 20 ans de clause antispéculative. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est un outil plus intéressant pour nous. Il faut faire, il n'y a pas, dans la boîte à outils, il
il va falloir en inventer d'autres. Moi, je me rappelle, et après j'arrête, je vous assure. Moi, je me rappelle, parce que le premier qui a parlé de BRS sur le territoire, personnel, mais je vais lui rendre hommage, et ça peut paraître surprenant pour certains d'entre nous, c'est M. Guy Poulou. C'est M. Guy Poulou qui avait apporté la problématique du BRS sur le territoire. Et quand on connaît Guy Poulou, en tout cas sa couleur politique, etc., on pourrait s'étonner de savoir que c'est lui. Mais moi, j'ai assisté aux premiers éléments, parce qu'il était vice-président en charge du logement sur l'agglomération Sud-Pays Basque, et c'est Guy Poulou qui a insisté pour qu'on travaille et on réfléchisse sur ces éléments-là. Aujourd'hui, ça paraît évident, tout le monde l'utilise et tout le monde en parle, mais au départ, c'est un Guy Poulou. On passe à autre chose. On n'a pas voté. On va voter ce compte de gestion. Contre. 3. Abstention. Je vous remercie. Donc, il va me falloir passer au compte administratif. Vous en avez de la même façon 4 à voter. Et vous avez à l'intérieur de ces délibérations autour du compte administratif une note financière qui a été préparée de concert entre Joël, Marie Nazar et notre DGS. Cette note financière apporte beaucoup d'éclairage. Je suppose qu'elle fera objet de débat et de commentaires. Mais moi, je dois m'en aller et je laisse la présidence de ce conseil à M. Nicolas Bureau. Merci. Et je ferme la porte, quelque part. Donc, compte administratif, donc clone des comptes de gestion. Sur cette délibération, vous avez les grosses masses, donc on va essayer d'y rentrer un peu plus en détail, sachant que je n'irai pas aussi en détail que dans la note financière. D'accord ? Je vais essayer de trouver un mix entre la note financière et ces grosses masses. Concernant les dépenses du budget de fonctionnement, du budget principal de fonctionnement, je les ai regroupés en plusieurs chapitres en fait. Concernant les charges à caractère général, donc c'est, on va dire, le quotidien, les fluides, les produits d'entretien, etc. On s'aperçoit qu'entre 2020 et 2021, une augmentation de 8%. On passe de 322 000 à 360 000 euros, essentiellement dû à l'augmentation des énergies, d'une part, et on a un élément conjoncturel, c'est qu'on avait souscrit à une assurance dommage-ouvrage pour les 10, il me semble, et donc qui n'existera plus en 2022. C'est une dommage-ouvrage qu'on a payé en retard. Voilà. Concernant les charges de personnel, on a une augmentation de 10%, on passe de, grosso modo, j'ai arrondi les chiffres, de 906 000 à 995 000. Les principales raisons, c'est d'une part la création du poste d'ingénieur avec un impact sur 2020 qui était de quelques mois ou un mois, voilà, et sur 2021 c'est une année complète. On a également tout ce qui est réorganisation des services qu'on a voté ici, avec entre autres une augmentation des temps de travail de certains agents. On a ensuite une évolution réglementaire. À savoir que par exemple, les EJE, donc les éducateurs jeunes enfants, étaient classés, étaient de catégorie B, et réglementairement viennent d'être passés en catégorie A. Et on a mis en place sur les contrats précaires d'une prime qui n'existait pas, de 10% du salaire, qui a été mise en place par la loi en fait, qui correspond au CDD, au contractuel. Et enfin, on a tout ce qui est évolution de carrière, les gens qui passent d'indice, qui passent au de grade, pour certains. Voilà. Alors, tout ça fait qu'on a 10% d'augmentation de charges de personnel. Logiquement, sauf à la marge, on devrait avoir un rythme de croisière autour de cette somme, autour d'1 million. Voilà. Concernant les autres charges de gestion courante, augmentation de 7%. On passe de 108 000 à 116 000.
pour deux raisons. Celle qui vous a été présentée en préambule du Conseil, c'est-à-dire les indemnités d'élus sur une année complète, et d'autre part, le forfait communal versé avec cash flow. Ce n'est pas dans les mêmes mesures, on est bien d'accord. Les charges financières, c'est l'intérêt des emprunts, il n'y a pas de surprise. On les connaît à l'avance. Et enfin, on a eu des charges exceptionnelles à hauteur de 10 320 €, sachant qu'une très grosse partie de ces charges exceptionnelles, c'est le remboursement d'une subvention CAF. On a rendu une subvention parce que pendant cet été, une sortie qui a été prévue mais n'a pas eu lieu. Donc on a dû restituer la subvention et une nouvelle demande, je crois, a été faite pour refaire une sortie. On a donc globalement un budget qui a une augmentation de 9,78%, et dans ces 9,78%, 6,55% sont dus à l'augmentation des charges de personnel. Concernant les recettes, on a des atténuations de charges, c'est-à-dire un remboursement des frais d'assurance du personnel. Lorsqu'un personnel est absent plus de 15 jours, on a une assurance de prise en charge. On s'aperçoit que globalement, entre 2020 et 2021, c'est sensiblement la même somme. On a, concernant les produits des services, c'est-à-dire la cantine, la LSH, la crèche, on est passé de 177 000 à 207 000 avec une augmentation de fréquentation. On a facturé plus de journées, des journées sans loisirs ou des journées crèches, etc. D'où l'augmentation de 30 000 €, autour de 30 000 €. 30 649, comment 30 649, mais cette augmentation aussi, pour être tout à fait précis et compléter le propos de Joël, correspond aussi, là on compare, sur une année Covid de 2020 et 2021. 2020, il y avait eu des amplitudes de fermeture assez importantes qu'on n'a pas retrouvées en 2021. Donc on a une augmentation de plus 30 000, et cette augmentation de plus 30 000 ne revient pas quand même à la normalité de 2019. Si on compare avec les chiffres 2019, année normale, entre guillemets, normale, effectivement, on a moins de recettes. Impôts et taxes. On a une augmentation significative qui est due à un événement conjoncturel ou pas, je ne sais pas, mais donc on ne maîtrise pas du tout d'une année sur l'autre le montant. C'est la taxe sur les terrains constructifs de plus de 18 ans. On est passé de 36 000 à 99 000. Il semblerait que ce soit donc, des terrains de plus de 18 ans constructifs qui ont été vendus. Voilà. C'est une taxe particulière et on pense, je pense, parce que je n'ai pas regardé les rôles, etc., c'est sans doute l'OIETA, le vendeur de terrain, qui avait un terrain. Parce qu'il n'y a pas de détails quand on reçoit la on n'a pas on ne sait pas qui. Enfin, on a la somme. On ne sait pas qui a payé maintenant. Alors on pense ça, mais peut-être c'est peut-être une grosse partie ça avec une addition de petits terrains qui a été vendu. Il a toujours été constructif depuis plus de 18 ans. Ouais. Au plus d'avant, je ne sais pas si on peut construire. C'est 18 ans là. Juste le PLU qui précédait, oui, il était constructif là. Ça datait de. Et il datait de 2005. 2005. C'est pas improbable. Oui, Voilà. Alors c'est pour ça qu'on voit qu'on pense que les impôts augmentent, mais moi je dirais à l'attention que ça c'est une chose qui ne va pas se reproduire tous les ans. D'accord. Donc c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de recettes. Dotation et subventions, moins 8%. Il faut savoir que la dotation forfaitaire a baissé, donc l'État verse moins d'argent. On a une baisse de 8%. On est passé de 479 000 à 438 000. Toutes subventions, les dotations confondues. Mais remarquablement l'État. Autre produit de gestion courante, bon, ça a légèrement augmenté simplement parce que la brocante, entre autres, et plus la petite maison qu'on loue, on a repris le reversement, on a repris la brocante, on a
Il y a une augmentation pour ça et pour l'allocation de... Oui, qui était, je crois, était en travaux de janvier à juin dernier, enfin 2020. Alors, du coup, l'an dernier, on avait encaissé que 6 mois de loyer et là, on est sur une année pleine. Voilà, et enfin, on a une toute petite produit exceptionnel. C'est une subvention de l'État pour perte de recettes suite au Covid. 2020. Voilà, de 2020. Quand on perdait des recettes, il y avait une compensation en partie par l'État. Voilà, ce qui fait qu'on retombe sur notre résultat 2021 de 165 773 déjà rendu. Voilà, et avec un report et une opération d'ordre, donc on est sur une capacité d'autofinancement brut de 813 862, je crois, quelque chose comme ça. 860. Ouais, on a un excédent cumulé en fait de 813 872. L'excédent cumulé. Donc là, on doit être légèrement dessus. Tout petit peu au-dessus. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà pour le budget principal de fonctionnement. Est-ce que vous voulez des informations complémentaires sur l'exécution de cette année 2021? Oui, je me refais le ratio tout à la fin. D'accord, si vous voulez. J'ai comme ratio que j'ai noté. Alors, j'ai pris quelques ratios de la note. Vous regardez la note, il y en a plus. J'ai une carte brute à 829 080, une nette à 680 288 et une capacité de désendettement de 1,6 ans. Voilà. Et si vous lisez la note, il y a beaucoup plus d'explications, plus détaillées, avec plus de ratios. Je ne voulais pas prendre la note et la livre, je veux dire, ça n'a pas vraiment de sens. J'ai essayé de synthétiser la chose. Des questions? Explications? On passe au vote. Qui est contre? 3. Qui s'abstient? Je vous remercie. Je passe à l'investissement pour SAD et vous le voyez, dans le SAD, il faut voter les deux. Les deux. Alors on passe à l'investissement, mais ça ne changera pas grand-chose, je pense. Alors concernant l'investissement, je vais essayer de détailler.